Salut à tous et bienvenue sur le podcast Hustle & Host. Hustle & Host qui est un podcast dédié à la location courte durée, aussi appelé Airbnb. C'est un podcast qui met en avant et à l'honneur les acteurs principaux de la LCD, les propriétaires, les investisseurs, les gestionnaires. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec Kevin. Kevin qui est propriétaire de 30 appartements, mais avec une spécificité en plus. Je vais le laisser s'introduire. Salut Kevin. Ouais, donc je m'appelle Kirchhoff Kevin, j'ai 28 ans. J'ai actuellement 30 appartements en location saisonnière, donc qui sont principalement mes propres acquisitions personnelles. J'ai également une conciergerie d'appartements où je gère du coup 7 logements pour des amis à moi. Et également les appartements de mon petit frère que j'ai fait investir il y a quelques temps de cela maintenant, et celui de ma femme également. En parallèle de ça, j'ai également une société de rénovation intérieure où j'effectue du coup moi-même mes propres travaux pour mes propres réalisations. Et en parallèle de ça, j'ai aussi une société où j'effectue de la vente de formations en ligne, où j'apprends aux gens à investir dans l'immobilier, notamment dans la location saisonnière. Ok, et donc là, ça fait combien de temps que tu es dans le milieu, en tout cas de la LCD ? Alors j'ai commencé en 2018, j'avais acheté un premier appartement qui était un logement déjà intégralement meublé, avec la décoration qui était déjà dedans ainsi que les meubles. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu le locataire qui a donné sa lettre de préavis, donc c'était un préavis d'1 mois, je l'ai directement mis sur Airbnb en location. Donc c'était pas du tout des love rooms ou quoi que ce soit, c'était vraiment de la location pure et dure en Airbnb. Ça avait super bien marché parce que j'avais démarré au mois de décembre et au bout d'une semaine et demie, j'avais le calendrier qui était full pour le mois de décembre. Et du coup, on est resté sur cette dynamique jusqu'à ce jour. Et par la suite, j'ai développé un autre concept qui est donc la location saisonnière au rendement, entre autres. Donc la location atypique, avec des éléments un peu plus attrayants pour les voyageurs qui permettaient justement de leur faire vivre une vraie expérience et non pas simplement une nuit de passage dans un appartement comme ce qu'on peut retrouver pour de l'hôtellerie ou ce genre de choses. Ouais, je vois. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé justement à la LCD ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Ce qui m'a poussé avec la LCD, c'est pas très compliqué, on va parler français, c'est les chiffres. Hein. Oui, forcément. Je prenais à l'époque, pour revenir sur 2018, je prenais environ 550 € de loyer, charges comprises, pour mon appartement en location meublée classique. Dès lors où je l'ai passé en location Airbnb, on était environ dans les 1200-1300 € par mois. Donc bien sûr, on parle de chiffre d'affaires, mais j'arrivais quand même à générer 400 € de cash flow avec cet appartement-là pour le premier. Pour les suivants par la suite, j'étais dans l'ordre de 1000-1200 € par mois. Ça, c'est pas de cash flow De cash flow, là je te parle de cash flow, cash flow net pour les appartements qui étaient en location saisonnière via des concepts love room ou ce genre de choses là, tu vois. Mais sinon pour la location classique sur Airbnb, c'était environ 400 € par mois. Donc ça c'était la première raison, donc c'était les chiffres. Et sinon de mon parcours personnel et professionnel, j'ai démarré en fait avec une société de rénovation intérieure où du coup j'ai eu la possibilité de moi-même faire des rénovations pour des investisseurs qui faisaient de la location saisonnière. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit putain, mais attends, quand je voyais les chiffres qui rentraient, je me suis dit putain, mais c'est pas possible, c'est moi qui leur crée en fait cette rentabilité-là de par mes prestations et les propositions et tout ce qui s'ensuit. Je me suis dit, mais en fait, il faut que j'arrête de rénover pour mes clients, il faut que je rénove pour moi-même et que je démarre en fait moi-même cette activité-là, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait par la suite, c'est comme ça que ça a démarré finalement. Et donc toi, t'avais déjà cet appartement-là ou c'est à la suite que... Tout s'est fait en même temps, j'avais créé en fait, si tu veux, ma société. En même temps, j'étais en compromis de vente pour mon premier logement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi en fait à acheter mon premier appartement parce que à l'époque, j'étais encore en CDI, donc il n'y avait pas trop de soucis. On pourra en parler par la suite, mais mes futurs investissements ont été très compliqués parce que j'avais plus de CDI, j'étais au chômage, j'avais une société qui avait même pas 6 mois de création, même pas 6 mois d'actifs, j'avais pas de bilan de société ni autre, j'avais pas de prévisionnel ni rien, donc c'était très compliqué. On pourra en revenir par la suite si tu veux, mais c'était quelque chose qui était compliqué, mais à l'instant T, quand je m'y suis pris avec ma boîte de rénov, j'ai pu acheter du coup ce premier logement et puis faire ma première expérience avec celui-ci, tu vois, sans problème. Ok. Et donc là, à l'heure actuelle, tu m'as dit, t'en as 30. Ouais.
30, tous des love rooms. Bah, il a du Airbnb, mais dire que justement c'est des love rooms, et pourquoi love rooms Alors, en fait, pourquoi des love rooms, si tu veux, c'est simplement parce que en 2020, pendant le Covid, j'avais créé un premier appartement que j'avais acheté du coup avec des fonds propres et une partie avec un crédit conso que mon frère avait débloqué pour moi pour que je puisse justement acheter ce logement. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, ce concept-là n'existait pas réellement, ou plutôt, il y avait ce concept-là qui était promu par les grandes chaînes hôtelières ou par des indépendants. Notamment dans mon secteur, tu as, si tu veux, en fait, des petits endroits où tu vas avoir des hôtels avec des spas, ce genre de choses. Ouais. Et quand j'ai vu le nombre de gens qui allaient justement dans ce genre de lieu, je me suis dit, mais en fait, il y a un marché à prendre en tant qu'indépendant, en étant propriétaire d'un logement. Et c'est comme ça, en fait, que l'idée, elle a commencé à mûrir dans mon esprit. J'en ai fait un premier, où j'ai mis une baignoire balnéo. Et la rentabilité et le chiffre d'affaires entre une location classique sur Airbnb et une location Love Room, c'était du simple au double. Mais vraiment du simple au double. Et c'était incroyable. Alors il y avait aussi le fait que, forcément, vu que j'avais démarré l'activité en 2021, tu avais un petit peu cet effet Covid où les gens, ils venaient d'emmagasiner un certain montant sur leur compte bancaire qui ne leur servait à rien, donc ils avaient l'argent et le pouvoir d'achat. Les gens, ils n'en pouvaient plus de rester chez eux à la maison, donc ils voulaient absolument sortir. Et du coup, ils ne pouvaient pas sortir très loin. Donc les gens sortaient à proximité de 100 km. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait cette réglementation. Donc les personnes, pour venir, ou plutôt pour sortir, sachant que les complexes hôteliers comme par exemple les hôtels qui te proposaient des spas, des saunas, des jacuzzi autres, c'était encore fermé à ce moment-là. Ils se ruaient en fait sur mes logements parce que j'étais le seul dans le secteur. Et puis là, j'avais des prix, mais c'était du délire. C'était du délire. Écoute, je faisais des 350 € la semaine. Enfin, une nuit dans la semaine. Ah ouais, une nuit, la nuitée. 350 € la nuitée en semaine, tu vois. C'était un truc, mais incroyable. C'était incroyable. Je faisais, c'est pas compliqué, il y avait des logements, j'arrivais à faire 8-9 000 €. Il y avait des mois où je faisais 8-9 000 balles, pareil en période Covid, parce que justement, il n'y avait pas de concurrence. Et à ce moment-là, j'ai très vite compris qu'il fallait que je prenne les devants là-dessus, et je me suis auto-concurrencé moi-même. Parce que je savais bien qu'à un moment donné, les mecs, ils vont voir les prix que je pratique, ils vont voir mon calendrier. C'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui va vouloir prendre les devants là-dessus. Et du coup, j'ai pris les devants avant que tout le monde prenne les devants sur mon business et je me suis auto-concurrencé moi-même en faisant que ça. J'en ai acheté une trentaine, et j'en ai fait 30 et là aujourd'hui, sur mon secteur, j'ai la chance de pouvoir contrôler le marché vraiment sur ma ville. Tu vois, si je veux baisser les prix, les gens qui ont des love rooms, le peu de gens qui ont des love rooms vont descendre les prix avec moi. Si je monte, ils montent avec moi. J'ai vraiment cette facilité-là parce que j'avais pris les devants en amont. Aujourd'hui, si je m'étais pris à ce jour, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus compliqué parce que forcément, tu tiens pas le marché. Donc là, finalement, tu fais pas la pluie et le beau temps, tu l'as subi. Là, c'est quelque chose de différent encore. Mais j'ai eu cette chance-là, en tout cas, de pouvoir avoir le bon filon, je pense, vraiment au meilleur des moments, quoi. Ok. Et donc là, le marché des love rooms, parce que toi, tu es principalement sur Mulhouse. C'est ça. Et est-ce que tu le vois différemment dans certaines régions de France ? Alors, je ne sais pas comment est-ce que les autres s'y prennent dans leur secteur d'activité, mais je pense qu'il faut prendre en considération le lieu, l'emplacement de façon générale. Personnellement, dans ma ville, on a une attractivité qui est quand même assez bonne, dans le sens où on a Colmar qui est juste à côté. Colmar, c'est archi touristique, c'est la capitale alsacienne, donc quand les gens ils veulent visiter l'Alsace, ils viennent pas à Strasbourg par rapport à ce que bon nombre de personnes puissent penser, c'est vraiment Colmar. Colmar, c'est à 20 minutes de Mulhouse. Très souvent, tu vas avoir des gens qui vont venir en fait pour voir la ville de Colmar, mais qui n'ont pas de logement disponible sur Colmar, et donc du coup, ils vont réserver un logement sur Mulhouse. Ou alors, tu vas avoir des gens qui, pour un point de vue financier, vont préférer Mulhouse à Colmar parce que c'est environ 30% moins cher au niveau du prix de la nuitée. On a également l'Allemagne qui est juste à côté, à 15 minutes. On a la Suisse qui est à côté, à 15 minutes.
c'est la ville 3 frontières. On appelle Mulhouse la ville 3 frontières. Donc au niveau de l'emplacement, c'est fantastique. On a un très bon rendement. D'ailleurs, Mulhouse est passé sur la chaîne Capital en disant que c'était justement la ville la plus rentable de France pour les investisseurs immobiliers, puisque le prix au mètre carré, c'est l'un des prix les plus bas, une très très bonne attractivité plutôt dans ce secteur. Donc bien sûr, il y a des gens qui vont dire oui, voilà, Mulhouse c'est comme ci, c'est comme ça. Effectivement, Mulhouse c'était et c'est né d'une ville qui est donc industrielle à la base, mais qui a un gros potentiel selon moi au niveau du développement, et c'est ce qui se passe actuellement. On a un très gros développement au niveau de l'urbanisme par rapport au centre-ville notamment, et tout ce qui est banlieue avoisinante ou autre, tu vois. Donc je pense qu'on est vraiment dans un bon secteur. Maintenant, pour les personnes qui font de la love room ou une activité de location saisonnière qui n'est pas forcément touristique ou autre, il va falloir plutôt miser sur l'expérience, tu vois. Principalement sur l'expérience plutôt que de vouloir miser sur l'emplacement. Là, va falloir jouer sur ce que tu proposes et que les gens viennent principalement pour ton logement et non pas pour le lieu en soi. Tu vois. Si tu arrives à faire ça, je pense que tu peux louer n'importe où en France, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Okay. Voilà. Donc tu penses que le marché des love rooms, pour le coup, en France, il est toujours à prendre, on n'est pas saturé comme certains peuvent penser? Alors je pense que tout marché arrive à saturation à un moment donné, et certainement que la love room arrivera à saturation dans très peu de temps. Pourquoi ? Parce que si demain tout le monde se mettait à faire des love rooms en partant du principe où il y a un meilleur rendement, en fait on va tous tirer les prix vers le bas puisqu'on aura tous le même produit à vendre aux gens, tu vois. Donc c'est quelque chose de simple à comprendre. C'est toujours une histoire d'offre et de demande. À partir du moment où tu auras plus d'offres que de demandes et que le client a le choix finalement de pouvoir prendre tel ou tel logement, forcément il y a une baisse de prix. Ouais. Donc s'il y a baisse de prix, il va falloir savoir jusqu'à quel prix tu peux baisser. Parce que la love room, le problème c'est que tu as des charges qui sont quand même beaucoup plus conséquente qu'une location classique, mais même de la location Airbnb. Pourquoi ? Parce que si tu prends une love room, en moyenne, tu vas avoir 220 litres d'eau par baignoire, par bain qui vont être consommés. Après, ça dépend de ton mode de chauffage. Est-ce que tu as du thermodynamique ? Est-ce que c'est une chaudière à gaz ? Est-ce que c'est un ballon d'eau chaude, etc., etc. Donc ça dépend de comment est-ce que tu vas produire ton eau chaude. Souvent, je calcule en moyenne entre 440 et 660 litres d'eau chaude consommée pour un séjour de 24 heures. Même pas vraiment 24 heures, mais disons de 16h à 11h, d'accord, entre le check-in et le check-out. Ça représente quand même un montant qui est assez conséquent. Il faut se renseigner à la commune par rapport au prix du mètre cube au niveau de l'eau par rapport à la commune, et également savoir, par exemple, moi qui apparaît quasiment que des ballons d'eau chaude, quel est mon coût au kilowattheure pour chaque kilowattheure dépensé pour la conversion d'eau chaude à eau froide, tu vois. Et en fonction aussi de la typologie de l'appartement, quelle taille fait le logement, est-ce que j'ai un radiateur, 2 radiateurs, 3 radiateurs, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, la guerre des prix se fait ressentir notamment au niveau de l'énergie, au prix de l'énergie. Si tu arrives et si tu as la possibilité, c'est ce que je vous recommande, si vous avez la possibilité de rénover convenablement votre logement, partez tout de suite sur une très bonne rénovation, tu vois, une très très bonne rénovation dès le départ. Essayez de viser le DPE avec une lettre minimale en D pour justement ne pas avoir de problématiques éventuelles à la revente, parce que beaucoup de gens aujourd'hui vont louer leur appartement sur Airbnb, mais en fait ils ont un DPE qui est de l'ordre de E à G, et en réalité tu ne peux plus louer ce genre d'appartement-là parce qu'ils sont considérés comme étant des passoires thermiques. Donc même à la revente, il serait préférable de faire ces travaux convenablement dès le départ, tu vois. Là, actuellement, tu génères combien par, on va dire, pour ton meilleur appartement, il te génère combien ? Alors, ça dépend du coup des mois. Par exemple, le mois de décembre, qui est le mois le plus propice au niveau de la location saisonnière, en tout cas dans mon secteur, j'arrive à générer à peu près 3 500 € par studio. Alors peut-être que pour certaines personnes ça peut paraître minime, mais il faut quand même prendre une chose en considération, c'est que à chaque localisation il y a un prix. Moi aujourd'hui, louer un studio à 3 500 € à Mulhouse, c'est du délire. C'est du délire, un studio à Mulhouse, au grand maximum t'es à 500 balles, mais au grand maximum. Je te parle pour un studio de 25-30 mètres carrés.
Après, ça dépend bien sûr des prestations que tu proposes, mais là, 3 500 € pour un studio, c'est délirant. Un mec qui vient de Paris, qui va te louer un studio sur Airbnb à 3 500 balles, ça peut être la norme chez lui. Mais en tout cas, dans ma ville, c'est pas du tout la norme. Et d'autant plus que le prix au mètre carré à l'achat, parce qu'il faut tout voir, hein, le prix du mètre carré à l'achat, il n'a rien à voir avec le prix au mètre carré à l'achat à Paris, par exemple. Ouais. Mais à Paris, tu vas être à 10 000 €. À Mulhouse, je peux acheter à 600-700 € du mètre carré. Tu vois, donc forcément, les mensualités de prêt sont minimes. Tout est différent, tout est beaucoup plus petit. Ok. Et c'est quoi la spécificité justement de celui qui te rapporte le plus là? Alors la spécificité, je pense que c'est principalement la thématique. Donc la thématique en question du logement. Il y a des gens qui vont faire des thématiques très très poussées, comme par exemple Star Wars, Harry Potter, ce genre de choses. Ça, par exemple, je pense que c'est une erreur, à mon sens, parce que ça coûte très cher en termes d'investissement. Tu te niches vraiment dans un secteur où, je sais pas, moi, disons, si toi, t'aimes pas Harry Potter, Ouais, il n'y a que les fans. bah, tu vas pas aller voir, tu vas pas louer ce logement. A contrario, si t'aimes bien Star Wars, bah, tu vas aller plutôt dans un logement Star Wars et vice-versa. Donc, je pense qu'il faut faire des logements à thématique qui plaisent au plus grand nombre. Et je partirais plutôt sur des thèmes genre, tu vois, par exemple, british, mexicain, des pubs, ambiance gaming, par exemple, tu vois, ambiance pop art, ce genre de choses. C'est beaucoup plus parlant, ça prend un panel de personnes qui est beaucoup plus conséquent et tu te renfermes pas dans un secteur, tu vois, parce que si demain on était 4 à faire du Harry Potter, par exemple, dans la même ville, on est foutu. On est foutu parce que là, on arrive sur un effet entonnoir où finalement on est les 4 à proposer un produit unique et au final on va se diviser à 4, une niche qui est déjà archi nichée dans la niche en elle-même, tu vois, ça devient trop compliqué. Et d'autant plus que l'investissement pour le mobilier est trop conséquent. Demain, si je veux revendre un appartement Harry Potter, je suis condamné à le revendre à un investisseur qui va faire du Airbnb pour de la location type Harry Potter. Si je fais de la location à thématique, cette thématique, elle peut plaire à tout le monde au final. Et à la limite, quand bien même ça lui plaît pas, les meubles, ils sont toujours modulables et ils peuvent être gardés. Si demain la personne elle souhaite remettre tous les meubles ou plutôt tous les murs en blanc, il peut très bien garder les meubles. Demain je te mets tous les meubles en blanc, plutôt tous les murs en blanc et je te mets les meubles Harry Potter, ça va faire con. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup aller revendre ça sur le bon coin un par un pour une personne qui souhaite, pareil encore une fois parce que c'est niché spécifiquement ce produit, compliqué, trop compliqué. Et donc le thème Love Room Pop Art. Alors, comment tu... En fait, il faut déjà prendre la base, à mon sens. Ouais. Le thème Love Room, les gens, ils l'ont assimilé au simple fait de mettre une baignoire balnéo. D'accord ? Mais une Love Room, en soi, en réalité, c'est pas simplement le fait de mettre une baignoire balnéo. Il faut avoir la thématique qui va avec. 50 nuances degrés, machin, tout le bordel, les chambres un petit peu plus... Tu vas avoir des trucs hautes avec la cage, avec tout le panel de produits que tu peux avoir autour du monde du c'est assez simple à comprendre. Et toi, tu te niches dans Pas du tout. Ok. Non, pas du tout, parce que justement, encore une fois, je trouve que c'est trop niché et je pense... Temps, tout le monde aime. Ouais, bien sûr, mais tu sais, je vais te donner un exemple simple. Tu prends un jeune, il va vouloir réserver un appartement. Et son objectif, c'est de conclure le projet avec sa copine, tu vois. Okay. Et on va dire c'est son premier soir. Tu crois franchement qu'il va le ramener dans une love room avec le thème non, ça colle pas. Ça colle pas. Par contre, tu peux très bien louer un appartement avec une pièce thématique, avec une baignoire balnéothérapie, et à ce moment-là, c'est déjà beaucoup plus soft. Ouais, je veux dire, ce que tu veux dire. T'imagines la fille comme elle se sent en danger, le premier rendez-vous, t'arrives dans un truc comme ça, tu dis là, c'est quoi ce bourbier, tu vois, c'est pas possible. Donc je pense pas franchement que ce soit la thématique la plus favorable. D'autant plus que j'ai une amie à moi qui s'est lancée justement dans cette thématique-là, donc noir, rouge avec la croix, avec donc la croix, tu sais, pour s'attacher dessus, etc. Voilà, 0 réservation. Sérieux ? 0 réservation. Pourquoi ? Parce que d'après moi, je pense que c'est vraiment trop hard. Et là, en tout cas dans mon secteur, je pense que ça ne colle pas par rapport à la population. Et quand bien même si tu avais une clientèle qui viendrait par la suite fait un mois qu'elle l'a mis en location, donc là pour l'instant il n'y a pas de retour, mais ou que très peu,
Elle a loué, je sais qu'elle avait loué au mois de février pour justement la Saint-Valentin, mais hormis la Saint-Valentin, rien du tout. Le calendrier, c'est néant. Donc, je pense que ça dépend vraiment du secteur, ça dépend de la clientèle que tu vas avoir en face de toi. Et je pense que c'est principalement des gens qui vont avoir, à mon avis, la cinquantaine d'années. Tu vois, la cinquantaine d'années, ça s'y prête bien parce qu'on joue dans un... comment dirais-je ? Je pense que c'est déjà des gens qui ont une certaine maturité, une certaine expérience et qui sont à la quête d'une expérience différente de celle qu'on pourrait avoir à un certain âge, tu vois. Donc, de mon point de vue, je ne me lancerais pas là-dedans, personnellement. Ce serait vraiment pas ça. Ce serait vraiment principalement la baignoire pour avoir un côté... on va dire une plus-value à apporter, une expérience par rapport au logement. Éventuellement un sauna, mais encore, faut voir le modèle du sauna parce que pareil, ça consomme énormément d'énergie. Donc s'il y a un sauna, c'est une prestation supplémentaire. Donc je sais pas moi, disons par exemple l'entrée dans la pièce pour le sauna, c'est 20 € par exemple, tu vois, un truc comme ça. Ça, pourquoi pas à la limite, mais inclure dans le prix de la nuit, compliqué. Ou alors tu augmentes le prix de ta nuitée pour pallier à ces éventuelles charges, mais sinon ce serait différent. Principalement les bornes d'arcade, les baby-foot, les billards, ce genre de choses qui sont des tables de poker ou autre, ça marche très très bien aussi. Mais vraiment pur et dur dans le hot, c'est trop compliqué. Et quand bien même tu vas avoir des problèmes avec le voisinage, t'imagines le boucan. T'es en copro, tu fais un t'es foutu. C'est fini. C'est terminé. Et après, tu vas avoir des problèmes de prostitution, tu vas avoir des problèmes de réseau de prostituées. Tu rentres dans un monde d'emmerde monumental. C'est même pas la peine de... En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas essayé cette expérience-là, mais je ne m'aventurerai pas là-dedans, puisque je sais, avant même d'avoir mis mon pied là-dedans, je sais que ça va puer la merde. Tu vois, c'est pas la peine. Et toi, tu tournes à peu près en taux d'occupation à combien là, avec tes logements ? Alors en général, il y a quelques années de ça, donc il y a 2-3 ans, j'étais quasiment à 100%. Aujourd'hui, ça baisse un peu, c'est normal forcément, vu que je me suis, dans un premier temps, auto-concurrencé moi-même. Mais au-delà du fait de l'auto-concurrence, c'est que du coup, il y a plus de logements sur le marché, mais de façon générale. Tu vois, j'ai commencé Airbnb en 2018, il y avait 345 logements dans ma ville. Aujourd'hui, on a plus de 1000. Et le problème, c'est que la demande, elle est toujours pareille, et l'offre, elle a triplé. Donc forcément, tu dois tirer un petit peu tes prix vers le bas, mais ça ne veut pas dire que c'est pas rentable, c'est moins rentable. Moins rentable qu'avant. Encore une fois, à l'époque, j'avais des prix, je pouvais faire du 350 € la nuitée en semaine. Là, les prix, c'est totalement différent. On ne retrouvera jamais, en tout cas pas dans ma ville, un prix à la nuitée dans la semaine à ce prix-là. Là, t'es à combien, 150 à peu près ? Ouais, je suis à moins de ça. Je suis à moins de ça. Je suis je dirais à peu près 110, 120 la semaine et on va dire 180 € le week-end. Ok. C'est à peu près ça, ouais. Donc je fais en moyenne, si tu veux, entre... Ça dépend des logements, mais en moyenne, avec un taux d'occupation à 80%, ce qui est le cas actuellement, je vais être à 2000, 2500 € par mois. Avec des mensualités de crédit, encore une fois, qu'il faut prendre en considération, qui sont très basses. Des mensualités de crédit avec des appartements à moins de 100 000 €. C'est un prêt aujourd'hui au taux actuel, on est à 3,75 à l'heure où je te parle. On est à peu près à 460 €, je dirais, de mensualité. Ok, ah oui. Mais moi, quand j'ai investi auparavant, j'ai des taux qui étaient à 1,10 encore. Ces taux-là, j'ai des mensualités à 300 balles. Assurance emprunteur comprise. Donc c'est rien, quoi. Tu prends 2200, on va dire, de chiffre d'affaires sans ta partie crédit immobilier, quoi. Ah ok. Ouais, j'avoue que c'est un bon coup à jouer pour le coup. Ouais. Et alors, si à l'heure aujourd'hui, à l'instant T, avec je pense que tu connais un petit peu les chiffres de la balnéo, du mobilier, etc., t'en as 30. Tu penses que ça revient, pour un studio, tu penses que ça reviendra à combien pour mettre en place une love room ? Alors, là, je vais te répondre comme ce que je répondais à l'époque avec mes clients qui passaient par mes services pour de la rénovation intérieure.
Souvent, on me posait cette question par rapport au prix de la rénovation complète d'une salle de bain. Et en fait, je répondais toujours que ça dépend des matériaux que tu vas mettre dedans. Ok. Je peux très bien te mettre un meuble de salle de bain à 2000 €, comme un meuble chez Castorama à 150 €. Et donc, du coup, on passe de 150 à 2000 balles. Ça Ouais. fait Ah ouais. un delta, il est énorme. On est à 1850 € de différence et on parle que d'un meuble, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le mobilier, c'est pareil. Est-ce que tu vas chez Ikea? Est-ce que tu vas faire des meubles sur mesure? Est-ce que tu vas chez Maison du Monde? Est-ce que machin, etc., etc. Ça dépend vraiment de la qualité que tu veux mettre dedans. Là, récemment, le dernier logement, ou plutôt le dernier immeuble que j'ai fait, donc cet immeuble-là, j'en avais à peu près pour 1800 à 2000 € par appartement. Pourquoi? Parce que j'avais uniquement une commode, j'avais une télévision avec un bras modulable, un lit Ikea, commode Ikea, table achetée sur internet et 2 chaises avec un tapis pour la table et un tapis pour la partie lit, d'accord? J'avais 2 suspentes de chaque côté et éventuellement 2 patères pour mettre des peignoirs. Ouais. Voilà, là t'en as pour 1800-2000 €. Si je voulais pousser le truc et faire quelque chose de plus complexe en fonction de la déco avec, je sais pas moi, plus de tableaux, pareil, un tableau, tu peux acheter un tableau à 20 balles comme une œuvre d'art à 100 000 €, tu vois. Donc ça dépend vraiment de ça. Mais en moyenne, je dirais que je m'en suis toujours sorti pour 2000 € pour des studios, 4000 € pour des appartements de 50 mètres carrés. Ça, Hors c'est électroménager. ça, c'est Love Room. Love Room, ouais, c'est ça. Love Room, je te parle pas de la baignoire, hein. Après, tu rajoutes bien sûr le prix de la baignoire. c'est ça, Là, on parle du exactement. mobilier. Ok. Le mobilier. La baignoire, en moyenne, tu vas tourner à peu près en fonction de la baignoire. Tu peux aller de 1500 € à 4000 € la baignoire, tu vois, ça dépend. Ou après, tu peux aller même au-delà si tu prends un vrai jacuzzi. Là, c'est 10 000 €. Mais un vrai jacuzzi, je recommande pas, tu vois. Ouais. C'est trop compliqué. Pareil, l'eau, tu vois, faut la désinfecter, machin, t'as le chlore et tout le bordel à mettre dedans. Si t'as un cheveu ou un poil dedans ou quelque chose qui a mal été filtré, tu vas avoir des problèmes avec les voyageurs, c'est pas la peine. Ok. Et ouais, les charges récurrentes donc dans le business, tu m'as dit, c'est surtout l'eau et l'électricité. L'eau, l'électricité, c'est vraiment la bête noire aujourd'hui de la location saisonnière. Quand j'ai démarré à l'époque, donc je vais te parler de mon premier logement, j'avais commencé, on était à 70 € par mois de mensualité de consommation au niveau de l'EDEC. Ça va être... Aujourd'hui, je suis à 240 €. J'ai pas pris 1 mètre carré dans le logement, hein. Ouais. C'est le pire dans tout ça, c'est que j'ai changé les radiateurs et maintenant je suis avec des radiateurs dits économes, tu vois, et je suis à 240 €. C'est un studio, c'est un appartement, enfin c'est un F2. Il fait 38 mètres carrés le logement. Tu vois, c'est incroyable. Incroyable comment ça a pris. Notamment, bien sûr, alors on va te parler de la conjoncture actuelle, de la guerre en Ukraine, de ceci, de cela, mais je veux dire, bon, il a bon dos l'Ukraine, mais à un moment donné, je veux dire, faut bien qu'on remette les pendules à l'heure. Le SMIC, il n'a pas augmenté de 140 € en 2 ans et demi, tu vois, donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué, toujours très rentable, bien sûr, mais la marge se réduit d'année en année. Faut trouver des solutions pour pallier à ça. C'est ça, en fait. Voilà. Pour l'automatisation des Love Rooms, est-ce que c'est un petit peu pareil qu'un Airbnb simple ou est-ce qu'il y a un service client aussi spécialisé? Comment ça se passe pour tout ça? Alors, je vais t'expliquer comment je fais personnellement et ça va dépendre, si tu veux, du nombre de logements que tu vas gérer. Une personne qui veut démarrer en Love Room, qui a 1, 2, 3 ou 4 logements, tu peux le gérer tout seul. Ouais. C'est-à-dire que même si tu as envie de faire le ménage toi-même pour essayer de... c'est pas ce que je recommande, mais essayer de gratter un billet et puis voilà, de créer finalement un travail supplémentaire, pourquoi pas? Ça te permet d'être sur place, de pouvoir gérer les aléas et les couacs et éventuellement la casse s'il y a de la casse, parce que tu es directement dans le logement. De mon côté, je pense qu'à partir du moment où tu excèdes le nombre de 5 logements, il faut que tu commences à avoir une équipe. Ouais. Et en fonction de la taille, l'équipe, elle va augmenter au fur et à mesure. Dans mon cas de figure, j'ai mon petit frère qui est donc le concierge d'appartement et c'est lui qui fait la tournée de chaque logement. Donc non pas 30 logements par jour où il va tourner pour vérifier, mais chaque jour, on va en faire 4, par exemple. Tu vois. On va checker, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire. S'il y a quelque chose à faire, qu'est-ce qui est à faire, quel est le point le plus urgent. Et là, on va les classifier.
À partir du moment où c'est classifié, ça va nous permettre de dire ok, bon ben voilà, demain matin on va faire, je sais pas moi, le logement numéro 2 parce qu'il y a telle et telle problématique, ça urge plus que l'appartement numéro 1 où le problème c'est positionné en 3e plan par exemple. Tu vois. Donc on gère ça de cette manière-là. On a bien sûr des prestataires de ménage. Donc on a un prestataire de ménage pour 4 appartements. Donc elle fait 4 ménages par jour. Et donc du coup c'est eux qui vont remonter les informations à mon concierge d'appartement, qui lui du coup va pouvoir aller sur place et puis régler la problématique à partir du moment où il y a une problématique. Au niveau de l'automatisation, disons que tu peux le faire assez simplement en passant par la plateforme Airbnb par exemple, qui te propose aujourd'hui une multitude d'automatisation simples, qui nécessitait auparavant un channel manager. Aujourd'hui, si tu veux être monoplateforme et être uniquement sur Airbnb, tu peux tout gérer depuis Airbnb et tout automatiser sans aucun problème. Donc là, bien sûr, tu vas avoir tes process avec tes messages automatisés, avec les heures d'arrivée, les heures de sortie, avec 7 heures, ça va être le message pour dire n'oubliez pas que votre voyage est aujourd'hui, à 16h, voilà, c'est la remise des clés, etc., etc. Donc l'automatisation en soi, c'est pas très compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Tu n'as pas besoin forcément d'être un adepte de la plateforme ou autre, c'est vraiment quelque chose de facile à manier, quoi. Ok, et donc l'approche au service client, c'est la même qu'un Airbnb ou c'est un peu plus... Pour l'approche service client, disons que... Est-ce que tu as des demandes spécifiques, Alors, tu peux vendre des upsells. Tu peux vendre des upsells assez... Beaucoup plus qu'en... Ouais, je pense, parce que tu as si tu veux, tu as quand même des gens très souvent qui viennent pour... J'ai souvent ce genre de demande-là pour un anniversaire, pour leurs 30 ans de mariage, parce que ça fait 1 an que je suis avec ma copine, parce que ceci, parce que cela, pour ma mère, pour la fête des mères, pour la fête des pères, la Saint-Valentin, etc., etc. Donc, tu as beaucoup de personnes, effectivement, qui te demandent... par exemple, nous, on vend des thèmes romantiques. Donc, thèmes romantiques à un certain prix, où là, du coup, on peut facilement vendre ça 75 €, en tout cas chez moi, dans mon secteur, pour quelques pétales avec des bougies et puis des assiettes de fruits composés ou ce genre de choses, par exemple. Mais on peut aller encore plus loin, tu peux avoir des upsells encore beaucoup plus poussés, par exemple en mettant, je sais pas moi, le nom et prénom de tes voyageurs sur la télévision avec un défilement de photos qui t'aura envoyé au préalable, et puis tu peux du coup, tu vois, par exemple, mettre une bande photo, tu vois, ce genre de choses. Tu peux décorer avec des ballons l'appartement, enfin bref, il y a énormément d'upsells possibles, il faut être créatif, mais au-delà des upsells par rapport au thème romantique, tu vas aussi avoir les upsells pour les entrées anticipées, les sorties tardives, etc. Ça marche très très bien aussi, notamment pour les appartements type Love Room. Pourquoi ? Parce que les gens, en fait, encore une fois, ils viennent pour l'expérience dans le logement, donc ça les dérange pas en fait de payer 1 heure supplémentaire, par exemple à 20 balles, pour rester 1 heure de plus dans le logement. À contrario d'un appartement classique que tu vas louer sur Airbnb, ce logement classique, en fait, si tu veux, les gens... Ils ont beaucoup plus de mal à sortir des sous parce qu'en fait ils sont là pour dormir, donc ils s'en foutent à la limite la demande ça va être j'ai mon train à 14h, il pleut, est-ce que je peux sortir à 13h au lieu de 11h parce que j'ai pas envie d'attendre dehors dans le froid. Donc là effectivement dans ce cas de figure là, la personne elle va être amenée à sortir de l'argent pour payer cette prestation, mais sinon sur un appartement classique en location saisonnière, c'est très rare que tu vas vendre des entrées anticipées ou des sorties tardives. Ah ok, je vois. Donc je sais qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des petites anecdotes. Là c'est le moment où 1 ou 2 anecdotes bien salées. Ouais, bien salées. Ouais. Je vais te raconter celle que j'ai racontée du coup dans le podcast que j'avais fait avec Mathieu. Donc en fait ce qui m'était arrivé là récemment, c'est que j'ai une personne qui avait réservé certainement un de mes appartements pour lequel je n'avais pas changé le code sur la boîte à clés. Et donc du coup cette personne, elle a pris le code existant, elle a retapé le même code, elle a vu qu'effectivement il y avait les clés à l'intérieur, puis elle est rentrée dans le logement. Et en fait à ce moment-là,
J'avais pas loué l'appartement pendant 3 jours volontairement parce que c'était la période de Noël et je voulais pas m'embêter en fait à louer cet appartement-là parce que j'avais un problème au niveau de la connexion internet. Je voulais pas être dérangé par les voyageurs pour voilà, vu que c'était les fêtes, etc., que j'étais avec la famille. Donc j'avais pris l'initiative de pas le louer. Et donc un vendredi, donc du mois de décembre, j'ai un voyageur qui m'appelle en me disant que l'appartement il est totalement crade, etc., que le ménage n'a pas été fait, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est bizarre et tout, parce qu'on avait fait le ménage, c'était un mardi, je me suis dit, c'est pas possible. Alors, il m'envoie les photos et tout, et effectivement, le logement, j'avais des culs de joint par terre, des canettes de soda, coca, machin, etc., un caleçon qui se trimballait sur le radiateur. Donc là, j'ai très vite compris que quelqu'un venait de squatter l'appartement. Et en fait, manque de peau pour cette personne, je louais un appartement dans mon domicile fixe, donc ma résidence principale, puisque j'habite dans un immeuble où je suis propriétaire de l'intégralité des lieux, et j'avais fait un Airbnb au premier étage. Et ce jour-là, je pars du coup sur Strasbourg et je reçois une notification au niveau de la caméra. Et sur la caméra, ma femme, elle me dit « Tiens, regarde et tout, regarde c'est qui est dans le palier ». Et c'est vrai qu'en général, je regarde pas les caméras parce que, tu sais, j'ai les femmes de ménage qui viennent dans l'immeuble pour faire le linge ou autre, ou récupérer du linge. Donc, je regarde pas spécialement. Mais là, c'est vrai qu'il y avait une problématique au niveau de l'heure, parce qu'il était 15h et quelques, et normalement, il n'y a jamais personne à 15h du coup dans l'immeuble. Donc on regarde les caméras et puis je vois effectivement un mec capuché avec une casquette qui monte dans le palier, qui ouvre en fait la porte de l'appartement du premier étage. Donc là à ce moment-là j'appelle un pote à moi, mon pote il débarque, d'ailleurs Tar, merci à toi, merci infiniment si tu regardes la vidéo. Donc du coup il rentre dans l'appartement, il s'enferme avec lui dans l'appartement et quand il rentre dans le logement, en fait il voit le mec avec 10 couteaux de cuisine sur le lit. Donc le lit de la chambre à coucher. Pourquoi 10 couteaux de cuisine ? Parce qu'en fait, le mec il est en train d'essayer de démonter la télévision avec le couteau. Donc les vis qui se trouvent derrière la télé, il essaie de la démonter en fait avec le couteau approprié. Tu vois. Ouais. En fait, quand il a vu mon collègue rentrer dans l'appartement, il a ouvert la fenêtre et il voulait sauter par la fenêtre. Sauf que vu que c'est un appartement situé au premier étage, mais surélevé, c'est l'équivalent d'un deuxième étage, il n'a pas pu sauter parce qu'il y avait un genre de barreau avec des pics devant. Donc si là il sautait dessus, c'était fini pour lui, quoi. Et donc la personne en question, mon collègue me la passe au téléphone et puis elle me dit qu'en fait elle voulait louer, mais que... voilà, elle comptait le faire, mais du coup, elle est rentrée dans les lieux avant. Enfin bref, un mytho pas possible. Et du coup, je dis à mon collègue, écoute, reste avec lui, fais attention, je vais appeler les flics, tu vois. Mais ça faisait déjà 15 minutes qu'il était dans le logement avec lui, et ça faisait déjà, je dirais 5 minutes que j'avais appelé les flics. Là, je l'avais rappelé juste pour lui dire que du coup, je les avais appelés et qu'ils étaient sur la route. Et quand le mec qui est rentré dans l'appartement a entendu ça, il a ouvert la fenêtre de la cuisine et il a sauté par la fenêtre de ma cuisine. Donc il a atterri en fait sur mon sur mon jardin en arrière-cour, tu vois. Et je sais pas comment il a fait, il s'est rien cassé le mec et il a sauté du coup le petit muret qui donne accès à l'immeuble juste en face, donc chez mes voisins. Il arrive du coup sur la rue principale, et sur la rue principale, au même moment, il tombe nez à nez avec la voiture de police qui venait d'arriver. Pareil, je vous remercie. Et donc du coup, si tu veux, il s'est fait attraper. Puis il est passé directement donc, en garde à vue. Et 24 heures après, je crois qu'il était en comparution immédiate et il a pris un enferme. Un enferme, comme ce que je te disais du coup en off. Je trouve ça incroyable parce que si tu veux, la personne, ça faisait 4 fois qu'elle s'est fait attraper en 2 mois. Et au bout de 4 fois, c'est seulement maintenant qu'il décide de le mettre en prison. Et c'est là où tu vois qu'il y a un problème en fait au niveau de... Alors c'est pas trop le sujet, mais où tu as un réel problème au niveau de la politique française. Le policier, quand je suis allé porter plainte, il m'a dit la chose suivante, parce que je lui ai posé la question, j'ai dit mais concrètement, lui, il va risquer quoi du coup par rapport aux actes qu'il a commis ? Et le mec, il me dit, en fait, si c'est la première fois, il va avoir un rappel à la loi. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fumé de la tête. Mais j'ai fumé de la tête. Je me suis dit, attendez. Donc, parce qu'il faut l'imaginer, le truc, tu vois. C'est le gars, il va être devant un juge, et le juge, il va lui dire, écoute,
Je te rappelle juste que tu n'as pas le droit de voler la télévision dans un immeuble et tu n'as pas le droit de rentrer par effraction dans un appartement parce que c'est pas le tien. Méchant garçon. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, faut peut-être sévir par rapport à ça parce qu'il y a du laisser aller, c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, ça c'était la dernière anecdote qui m'était arrivée. C'est pas la plus hardcore, mais ça c'était la dernière qui m'est arrivée. Et bon, quand bien même, j'ai eu des réservations, je pense, allez, honnêtement, sur 30 appartements. Ça fait depuis 2018 que je fais de la location saisonnière. J'ai eu 7-8 galères, tu vois, sur peut-être... encore ça va, quoi. Je pense que j'ai dû faire 10 000 réservations, ça c'est sûr. Tu vois. Donc sur 10 000, tu fais... C'est pas énorme, mais par contre, quand ça t'arrive, c'est une bonne galère. Faut avoir du sang-froid. Faut avoir du sang-froid. Donc, c'est ce que... On parlait de ça tout à l'heure, justement. C'est vrai que Airbnb, du moins la location courte durée, ça t'apprend beaucoup sur toi. Sur aussi gérer un business complètement, l'entièreté d'un business. C'est en fait, c'est de A à Z, c'est quelque chose. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y a un autre secteur qui se rapproche de ça. En fait, si tu veux, Airbnb, pour moi, ce qui est bien, c'est que effectivement, comme tu as dit, tu apprends de ta personne, tu apprends la nature de l'être humain. C'est ça, la psychologie. Tu vois les mensonges qu'on est capable de te sortir, alors qu'il y a 10 minutes avant, on t'a dit toute une autre version. Tu vas avoir la gestion, le management, beaucoup de management par rapport aux femmes de ménage, par rapport éventuellement si tu es un concierge d'appartement. C'est un entrepreneur tout en un, tu es vraiment un couteau suisse. Tu es vraiment le couteau suisse. Je pense qu'à partir du moment où tu as fait cette activité-là, tu peux faire n'importe quel business au monde, tu sais le gérer parce que ça prend vraiment l'intégralité de tous les points. Marketing digital, business digital de façon générale, management, gestion sociale, parce qu'il y a beaucoup de social aussi. Tu as des gens... Il y a des gens, encore la semaine... c'est vrai, c'est même pas la semaine dernière, je crois que c'était encore hier. Je crois que c'était encore hier où j'ai une dame qui m'a dit... par message, parce que c'est vrai que je lis plus tous les messages des voyageurs, c'est ma femme qui s'en occupe, mais j'ai vu une dame envoyer un message en disant oui voilà écoutez est-ce que vous pouvez me faire un geste sur l'heure supplémentaire parce que en fait j'ai plus d'argent. La meuf elle est venue, elle m'a dit qu'elle a même plus d'argent pour payer le ticket de bus pour venir, tu vois. Enfin, des trucs comme ça, c'est incroyable. Alors que la dame, elle a réservé finalement un autre de mes logements pour la semaine d'après. Et j'ai vu qu'en fait, elle a fait un Klarna. Tu sais, tu peux faire le paiement plusieurs fois. Putain, tu vois, ça c'est pareil. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça ? Est-ce que tu fais le crevard en disant ouais, écoutez, machin, ou alors est-ce que le business c'est le business et puis j'ai pas d'état d'âme ? Tu vois, il y a pas mal de petites choses aussi où il faut prendre en considération. C'est ça, après c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, tout à fait. C'est ça le problème. Et c'est ça qui est pas facile. Et c'est pour ça qu'en réalité, les gens qui pensent qu'Airbnb c'est un investissement locatif, ils se plantent complètement. Airbnb c'est un business. Et ce n'est ni plus ni moins qu'un business, rien d'autre. C'est-à-dire que si toi, tu es investisseur immobilier, bien sûr, ça va te permettre de rembourser ta mensualité de crédit, mais au-delà de ça, c'est un business à part entière. Et ça, il faut vraiment aujourd'hui l'avoir en tête. Ce n'est pas un investissement locatif. Tu vas avoir des problèmes, tu vas galérer, il va y avoir des soucis, et il va falloir être très réactif pour régler la problématique. Mais celui qui vient, qui te dit « je vais faire du Airbnb, c'est l'Eldorado », non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, c'est un gros mensonge. Ou celui qui pense qu'il va pouvoir gérer ses appartements depuis Dubaï ou ce genre de choses sans avoir aucune galère, c'est pas possible non plus. C'est pas possible. Ça, c'est un autre sujet encore. C'est ça. Non, c'est clair. Et parce que justement, j'ai vu quelques titres aussi qui passent sur YouTube. Après, je pense que c'est des titres un peu accrocheurs, mais du style Airbnb m'a rendu raciste. Je sais pas si t'es déjà tombé sur ça. Alors raciste, non, pour le coup, non, j'ai pas encore regardé. Pourquoi Airbnb m'a rendu raciste ou c'est sur le point de me rendre raciste, etc. Je me suis dit, wow, ok. Et c'était quoi du coup Franchement, je te cache pas que j'ai regardé. J'ai pas tout regardé. Je crois que j'ai vu le titre. Okay. Je l'ai mis en 3-4 accéléré, quoi. Mais j'ai pas regardé. D'accord. Mais je pense qu'il y a des points sur lesquels on peut
peux dire, parce qu'on va dire, il y a un type de personnes, pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire, quand c'est des jeunes de 18 à 22, 23, 24, c'est les mêmes mensonges qui arrivent, c'est les mêmes, ou par exemple, tu as souvent... Mais c'est une réalité. Ouais. Tu sais, c'est pas une histoire de racisme ou quoi que ce soit. Non, là, je pense qu'après, ils voulaient plus jouer sur le... Bien sûr, sur le titre accrocheur. Ouais, voilà. Mais en tout cas, de mon expérience, les personnes avec qui j'ai des problèmes, c'est tout le temps les mêmes. C'est les 18-24 ans. Ça, c'est une évidence. J'ai jamais eu une personne de 50 ans qui est venue avec des ballons se taper des ballons dans mon appart. Tu vois, ça c'est une évidence, c'est un fait. Les gens avec qui vous allez avoir des problèmes si demain vous voulez faire de la location saisonnière, c'est la tranche 18-24. Au-delà, alors ça pourrait être bien sûr 26, c'est pas une norme absolue, mais la tranche d'âge 18-24, c'est un fléau. C'est un fléau. J'ai des problèmes entre leur consommation de drogue, le fait de fumer dans le logement, le fait également de taper des ballons toute la soirée, parce que le pire c'est que le problème, je sais pas si tu es au courant, mais les protoxydes d'azote, les bonbonnes, une fois qu'ils sont vides, il n'y a personne qui te les prend. Il faut aller dans un truc de déchetterie spécifique et tu dois payer. Pour les donner. C'est pour ça qu'en fait, quand tu vas des fois, je sais pas, là où tu vas avoir une petite zone de squat, par exemple, on a tous des zones de squat en ville, peu importe dans la ville où tu es, tu as souvent ces cartouches de protoxyde d'azote. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut pas les jeter à la poubelle comme ça ou à la déchetterie comme ça. Il faut payer dans un truc spécifique, etc. C'est pour ça que ça traîne en fait, tu vois. Donc c'est problématique. Et avant, ça n'était pas le cas. La nouvelle génération TikTok, moi j'appelle ça la génération TikTok, c'est un enfer. C'est un enfer. Je te jure, vraiment, c'est un enfer. Chaque fois que j'ai eu un problème, c'était ce 18-24. Tout le temps. Et tu sais, ce qui est bizarre, même si après, au fur et à mesure des réservations, tu sais un petit peu, mais même, par exemple, la prostitution des prostituées, où tu sais, enfin, pas tu le sais, mais en tout cas, tu devines, où tu as un doute, l'appartement, il est clean, il est rendu clean, la plupart du temps. Parce qu'en fait, leur but, c'est de renouveler l'opération maintes et maintes fois. Donc, si elle se crame au démarrage, c'est mort, tu vois. C'est pareil, j'ai déjà eu aussi des problèmes de prostitution dans mes appartements, mais tu peux même pas le savoir, en fait. Tu vois, c'est impossible. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est digitalisé. T'as des plateformes de partout, pour tout et n'importe quoi. Tu vas acheter un produit, tu vas sur Amazon. Tu veux louer un logement, tu vas sur Airbnb. Tu veux louer une voiture, tu vas sur WeCar, tu vas sur GetAround, machin, etc. Donc en fait, il n'y a plus vraiment d'interaction physique entre deux humains. Tu vois, c'est principalement du digital. Je te parle, tu me réponds via une plateforme ou autre. Tu vois. Et du coup, en fait, forcément, tu te penses bien que si demain on devait, dans mon cas de figure, voir tous les voyageurs indépendamment l'un de l'autre, c'est impossible. La plupart des gens viennent à 16h. Parce que justement, ils veulent vivre une expérience, donc ils viennent le plus tôt possible. D'accord ? Si j'ai 30 personnes qui viennent à 16h, je peux être qu'à un seul endroit. Parce que physiquement, je n'existe qu'une seule fois. Tu vois ? Donc tu peux pas en fait être, tu peux pas en fait être à plusieurs endroits, à plusieurs moments en même temps. C'est pas possible. Enfin, au même moment, c'est pas possible. Donc, il te faudrait 30 personnes pour faire ça. Tu vois ? C'est une gestion qui n'est pas possible. C'est pas de l'hôtellerie. Alors à la limite, si tu as une réception, que tu as une quinzaine de lots au même endroit et que tu payes un réceptionniste, à la limite, ça, oui, là, c'est beaucoup plus simple. C'est d'ailleurs on va dire la typologie d'appartements ou plutôt la stratégie vers laquelle je suis en train de m'orienter, c'est bannir les copros et puis privilégier uniquement la monopropriété. Bien sûr, on ne peut pas tous démarrer avec une cadence aussi importante, parce qu'il faut bien commencer à un moment donné quelque part. Et c'est vrai que tu ne peux pas forcément prendre un immeuble tout de suite, mais quand bien même, par la suite, ce serait une stratégie à mettre en place. Mais pour finaliser l'histoire de la prostitution, tu peux rien faire. Si tu viens pas toi physiquement sur place et que tu n'accueilles pas ton voyageur, c'est impossible. Tu peux pas dire tu peux pas juger la personne à son prénom et dire ah non là j'estime que non. Non, c'est clair qu'après, il y a toujours un levier risque. C'est comme ça. Dans tous les... En fait, le truc, c'est de le minimiser. Et le risque zéro n'existe pas. Tout à fait. Sinon,
Ce serait trop facile. Ah, ce serait trop beau. Donc là, je vais passer sur un petit question-réponse. Ouais. Donc je te donne une question, tu auras le choix entre 2 réponses. Ok. Tu me dis pour le coup laquelle tu préfères. Ok. Donc tu préfères A, gérer 10 petits studios hyper rentables, ou B, avoir une seule villa ultra haut de gamme. Ah, compliqué ça. Là, ça dépendra vraiment, je pense que ça dépend de la rentabilité. Si j'avais les studios qui me rapportent, donc les 10 cumulés qui me rapporteraient autant que la villa, je pense que je ferais la villa parce que du coup, j'aurais qu'un seul interlocuteur. Ouais. Je pense que ce serait beaucoup plus simple. Donc la villa. La villa. La villa, ok. Donc tu préfères avoir un taux d'occupation à 100% mais louer moins cher, ou avoir moins de réservations mais louer plus cher? Un taux de réservation à 100% parce que ça me rassure. Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Ça me rassure complètement. Même si je brade la nuit genre à 10% de moins, le fait d'avoir 100, c'est que pareil, tu vois, parce qu'il y a le bouche à oreille aussi qui se fait. Hein. Ouais. Donc le bouche à oreille, donc tu as plus de personnes qui viennent. Je mets un principe de refollowing au niveau d'Instagram ou quoi dans mes appartements, donc ça me permet de récupérer des personnes après en direct éventuellement, ce genre de choses, tu vois. Donc non, je pense que je prends les 100%. Ouais. Ok. Tu préfères un bien pas cher mais avec beaucoup de travaux, ou un bien clé en main mais au prix fort? Pas cher, beaucoup de travaux, je suis dedans. Ah, ok. Ouais, Mais pour une personne qui démarre, qui ne sait pas tourner une vis dans un mur, je pense que si c'était mon cas de figure à ce moment-là, je pense que je prendrais plutôt le clé en main, tu vois. Je serais beaucoup plus rassuré pour du clé en main. Certes, tu te payes plus cher, mais tu t'embêtes pas du tout. Mais là, c'est vraiment personnel, le fait que je te réponde de travaux avec... voilà. Ok. Donc, la prochaine, client exigeant mais qui paye cher, ou avoir des clients cool mais qui payent moins? Le client cool qui paye moins. Ah ouais? Moi, je suis le mec, moins j'ai d'emmerdes, mieux je me porte. Tu vois. Donc, si la personne... tu sais, si je pouvais dire aux voyageurs, écoute, si je te donne 10 balles ou je t'enlève 20 balles et tu me fais pas chier, je le ferais. Ah, c'est une évidence. Je m'emmerderais pas. Ah oui, c'est clair. C'est clair. D'accord. Ton objectif principal, c'est maximiser le cash flow et scaler rapidement, ou offrir une expérience unique et viser une clientèle premium? Alors je dirais que dans un premier temps, c'était le cash flow et scaler un maximum. Et comme je te disais tout à l'heure, là, je suis plutôt dans le fait de réguler l'activité dans le sens où je veux apporter une prestation de plus en plus qualitative pour durer vraiment dans le temps et donc faire un remaniement de tout mon patrimoine et éventuellement revendre, pourquoi pas, des appartements que j'ai en copropriété pour acheter que des monopropriétés et vraiment avoir une gestion beaucoup plus fluide et plus simple. Et à partir du moment où j'ai le bon filon, où je sais exactement comment faire, bien sûr je sais déjà comment faire, mais une fois que je l'aurai vraiment mis en place, c'est à ce moment-là où je repartirai dans la phase scaler au maximum le business. Ok. Alors, où aimerais-tu investir en priorité? Même si on a la réponse. En France, tu connais bien le marché et la réglementation, ou à l'étranger pour la fiscalité et les rendements plus attractifs? Alors, la France, parce que tu n'as pas de fiscalité plus attractive dans un autre pays, étant donné que tu es résident fiscal français. Donc, ce sera la fiscalité française qui va prendre le dessus. Ensuite, il faut savoir aussi autre chose, c'est qu'en France, on a l'effet de levier bancaire qui est juste incroyable. On a la possibilité d'investir jusqu'à 110%, ça se fait de moins en moins effectivement, mais il y a encore des banques qui acceptent de te financer à 110%, c'est-à-dire le projet dans son intégralité, travaux plus le prix d'achat, le prix d'acquisition du bien, et les frais de notaire également, d'accord ? Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Après, ça dépend en fonction de ton parcours. Moi, aujourd'hui, 110%, on m'envoie chier parce que j'ai plusieurs appartements et donc du coup, je suis obligé de mettre à chaque fois de l'apport, mais quand bien même, c'est quelque chose de tout à fait normal, tu vois. Donc voilà, moi je pense que personnellement je resterai en France. Si demain je devrais investir à l'étranger, ce serait vraiment purement du plaisir et non pas un point de vue fiscal. Ouais. Et là dans ce cas-là, je pense que je serais certainement Miami, Bali ou les îles Canaries. Ah ouais? Ouais. Si demain je devais vraiment
avoir quelque chose en tant que résidence secondaire, je pense que ce serait là-bas que j'irais. Après, c'est personnel à moi-même, tu vois, c'est là où je me sens bien, où je trouve ça cool. Ok. Voilà. Ok. Tu préfères travailler en partenariat avec d'autres investisseurs? Oui, pour scaler plus vite et partager les compétences. Non, je préfère garder le contrôle total sur mes investissements. Là, tu parles dans un point de vue où je m'associerais avec quelqu'un, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors, je m'associe avec personne, hormis si j'ai un intérêt réel à le faire. C'est-à-dire, si par exemple j'ai un très gros projet et que j'ai pas le cash, pas les fonds nécessaires et qu'il faut être à plusieurs pour avoir le projet, dans ce cas de figure, oui. Si c'est pour gérer un simple appartement de façon générale, là non, tu vois. Là non. Ok. Après, la gestion, si tu pouvais déléguer une tâche dès maintenant, ce serait la gestion quotidienne, ménage, check-in, maintenance, ce que tu m'as déjà dit, ou la recherche de biens et le financement? Alors, je pense que juste la gestion ménage, etc. Parce que finalement, le financement, etc., c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où tu t'es créé le réseau. Vu que ça fait un petit moment maintenant que je fais de la location saisonnière et de l'immobilier de façon générale, j'ai un bon réseau immobilier d'agents, de notaires, d'avocats, de tout ce qui s'ensuit, d'artisans, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est même plus moi qui cherche des opérations, on me les ramène sans que je le veuille. En fait, ça tombe tout seul, tu vois. Là encore, j'ai signé un immeuble de rapport, avec possibilité de diviser l'immeuble en 6 studios. Prix d'acquisition, j'achète 115 000 €. J'en ai pour 90 000 € de travaux, bien sûr avec ma boîte. Et c'est un produit finalement qui va me coûter un tout petit peu plus de 200 000 € avec les frais de notaire. Et c'est une rentabilité, on va être dans du 40%. 40%, ouais. Donc non, ça c'est un truc, j'ai même pas besoin de le déléguer, puisque là aujourd'hui j'ai la chance avec le réseau à ce que ça vienne tout seul à moi, quoi. Donc il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Et ton prochain investissement, tu le vois plus niveau, raisonnable, tu cherches un bon rapport qualité-prix et une bonne rentabilité, ou ambitieux, tu veux un bien qui marque les esprits, quitte à y mettre le prix? Alors, de par mon profil et de par mon parcours, j'achèterais toujours des appartements avec de la rénovation. C'est-à-dire que si je devais demain faire un très gros projet, j'achèterais un hôtel. C'est dans mes plans. Je ne sais pas encore exactement comment est-ce que je vais m'y prendre pour soulever les fonds nécessaires. Mais mon idée par la suite, c'est de créer finalement une franchise hôtelière avec du coup ma propre marque et mon propre concept. L'idée, c'est que demain, on ait des chaînes hôtelières qui ont du coup des thématiques atypiques que tu pourras retrouver n'importe où et standardiser n'importe où sur le point national, donc en France. Partout en France, l'idée c'est de retrouver les mêmes logements avec les mêmes prestations et avec la même qualité de service finalement un peu partout, quoi. Et c'est bizarre parce que t'es pas le seul à me dire ça, ou du moins c'est pas la première fois que j'entends ça, parce que des gens forcément déjà pensé à se professionnaliser de plus en plus, et de ce fait les gens retournent un petit peu plus vers l'hôtellerie, tu vois, en achetant justement les immeubles ou des petits hôtels un petit peu délabrés qui retapent. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on retourne vers un système hôtelier un peu quasi... peut-être un peu plus digitalisé, mais... En fait, cette volonté, elle ne vient que des... on va dire des... comment dire ça ? Elle ne vient que d'Airbnb en lui-même, parce que je pense qu'aujourd'hui, Airbnb, et bien sûr, elle tire toujours, tout le monde va tirer à chaque fois la couverture dans son sens. Mais le problème aujourd'hui, c'est que Airbnb est focalisé sur les attentes du voyageur et non pas sur les attentes de l'hôte. Ouais.
Donc, ça devient très compliqué en tant qu'hôte de louer des appartements sur Airbnb. Avant, si tu faisais une erreur ou tu avais une mauvaise notation, tu supprimais ton annonce, tu refaisais une annonce. Aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis un système d'intelligence artificielle. Quand tu vas avoir quelqu'un pour faire appel à la suppression de ton annonce, c'est encore un robot qui va te répondre la première fois et seulement la seconde fois, ça va être un humain. Ensuite, il va falloir leur prouver par A plus B qu'en fait, c'était pas à cause du logement et que c'était simplement par rapport aux voyageurs. Ça devient très compliqué de louer sur Airbnb et en fait Airbnb ils font ça pour un seul but. Leur but c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui ils ont la demande et leur objectif c'est de réduire l'offre et ils veulent de l'offre qualitative qui fait concurrence à l'hôtellerie et c'est pour ça en fait qu'on arrive dans ce système où si demain tu veux faire de la location saisonnière, t'es pas pro, tu dégages. Coup de pied au cul, tu dégages. Fini. C'est aussi simple que ça, mais c'est une réalité. Hein. Ouais. C'est parce qu'au départ, en fait, les gens pensaient vraiment que... tu vois, je vois encore pas mal de personnes mettre, par exemple, tu sais, des appartements sur Airbnb avec des photos explosées, avec enfin, ça a ni queue ni tête, tu vois. Faut que ce soit professionnel. Faut que les gens aient envie de louer ton appartement, donc il faut se professionnaliser. Et Airbnb aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent principalement des notes 5 étoiles. À un moment donné, si tu as 3 notes 3 étoiles, tu sautes une première fois pendant 7 jours. Ensuite, la deuxième fois, on te refait sauter pendant 7 jours. Troisième fois, c'est fini. Et après, bonne chance pour remettre ton appartement. Il va falloir justifier des éventuels travaux. Il va falloir justifier que sais-je pour pouvoir te remettre sur la plateforme. Donc, un conseil, vraiment, si vous voulez investir dans de la location saisonnière, il faut vraiment que vous vous formez avant parce que ça devient vraiment quelque chose de compliqué. Si vous pensez que ça va être quelque chose de facile à faire, détrompez-vous. C'est plus comme en 2014. Aujourd'hui, les gens qui rentrent dans la location saisonnière, c'est des professionnels. Et justement, c'est drôle que tu dis ça parce que je suis déjà tombé sur pas mal d'anciens hôtes qui disent « Ah non, ils ont, comme je te dis, clé en main, l'appartement, il est nickel et tout. » Et ils me disent « Non, nous, on arrête Airbnb. On a déjà les voyageurs qui sont de plus en plus médiocres, on va dire, et la plateforme qui ne veut plus rien entendre. » Donc, c'est exactement ça. Donc voilà. Mais c'est une réalité, hein. C'est pas un mythe, c'est pas un fait, tu sais, c'est pas comme très souvent on pense que ça va jamais nous arriver. Tu sais, c'est un petit peu comme les maladies, tout ça. Tant que ça ne nous touche pas, on se dit ça ne nous arrivera jamais. Mais en fait, à un moment donné, ça peut t'arriver. Et quand tu tombes dans cette problématique-là, ça devient très très dur. Pourquoi ? Parce que toi derrière tu as un crédit éventuellement à payer, ou quand bien même tu fais de la sous-location, tu as un loyer à payer. Donc derrière, il faut avoir les reins solides. Et le mieux, c'est de prévoir l'imprévu. Tu vois ? Si tu arrives à prévoir l'imprévu, à anticiper les choses, savoir exactement comment est-ce que le voyageur va réfléchir, etc., et savoir tout le processus, parce que finalement, comme n'importe quel business, à partir du moment où tu as compris le principe step by step, étape par étape, ça devient beaucoup plus facile. Si tu t'aventures dans un domaine que tu ne connais pas et que tu ne connais pas vraiment le mode de procédé, le mode d'emploi, tu vas faire une multitude d'erreurs. Bien sûr, tu vas apprendre de tes erreurs, mais ça va te coûter un paquet d'argent. Mais un paquet d'argent. Je ne sais pas combien d'erreurs j'ai pu faire moi à l'époque, mais j'en ai fait... en pagaille, et principalement sur la location saisonnière, mais pas que, tu vois. Mais après, c'est un apprentissage. Est-ce que tu prends le risque d'apprendre de ton côté, ou est-ce que tu te formes dans n'importe quel domaine dans la vie, tu vois. Moi, aujourd'hui, personnellement, je m'embête plus à apprendre de par moi-même parce que je perds trop de temps. Je prends une formation, tu sais, des fois, tu as des formations 300-400 balles, des fois... Là, je viens de payer une formation 10 000 € en tant que marchand de biens. Mais je préférais payer 10 000 € et être sûr de comment est-ce que je voyais la chose, de mon mode de processus, comment est-ce que je m'y prends,
plutôt que de faire une erreur. Alors bien sûr, tu as des gens qui vont dire, ouais, mais du coup, ça t'a coûté 10 000 €. Ouais, mais ça m'a coûté 10 000 €, peut-être que j'en ai gagné 100 000, tu vois. Peut-être que j'en ai gagné 100 000, donc voilà. Ouais, c'est des petits points à prendre en considération et faut l'avoir à l'esprit en tout cas. Non, écoute, c'est clair. En tout cas, faut pas avoir peur d'investir sur soi et d'investir sur ce qu'on veut aussi. Faut savoir ce qu'on veut aussi. C'est ça. Savoir ce qu'on veut. Parce que le truc, c'est que maintenant, les gens aussi, ils sont, comme tu dis, l'esprit de TikTok. Ouais. La chose qui brille, ils se ruent dessus et après, ils voient que c'est pas ça. Comme Airbnb, ouais, c'est facile, mais c'est une galère. Comme pendant les JO, tout le monde pensait qu'ils allaient manger. L'offre et la demande. Voilà, c'est ça. C'est tout. Bon, après, voilà, je sais que ceux qui se professionnalisaient ou qui, ils sont restés à peu près dans leurs chiffres, ils ont fait une petite plus-value en plus, tu vois, mais des personnes qui pensaient qu'ils allaient devenir riches grâce à leur appartement à cause des JO, je sais que... Ouais, c'est malheureusement la réalité, donc qu'est-ce que tu vas faire? Bah ouais. Et sinon, oui, tu disais que tu avais une formation pour le coup que tu devais lancer ou que tu as lancé déjà. Alors, je l'ai lancé actuellement, donc c'est une formation où j'accompagne les gens qui souhaitent investir dans la location saisonnière, principalement les gens qui veulent faire de la location saisonnière à haut rendement, donc c'est-à-dire avec le principe balnéo, etc., etc. Pourquoi est-ce que je fais une formation? Parce que dans mon entourage personnel, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont demandé des conseils à ce sujet. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas finalement développer ça pour le plus grand nombre de personnes. Et bien sûr, on va pas se cacher, vendre de la formation, ça fait rentrer des ronds en plus. Je vais pas me faire passer pour le bon samaritain en disant que je fais ça pour rien. Au final, c'est parce que je gagne de l'argent aussi, bien sûr, hein, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, voilà, je vends des formations du coup dans ce domaine-là où j'accompagne les futurs investisseurs, parce qu'il y a deux personnes, hein. Il y a les personnes néophytes qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, qui souhaitent investir dans l'immobilier. Et donc, dans ce cas de figure, on les accompagne du début à la fin, dans le processus d'achat jusqu'à ce qu'ils réalisent leur opération. Et également les propriétaires, donc les personnes qui sont déjà propriétaires d'un appartement et qui souhaiteraient passer d'une location nue classique ou de la location meublée classique à de la location saisonnière au rendement. Donc là, pareil, on met tout le processus en place de A à Z. On peut s'occuper de créer l'intégralité de l'univers de sa love room ou de sa location saisonnière plus classiquement. On s'occupe vraiment de tout. Aussi, dans la formation, je donne en bonus toutes les thématiques de mes appartements que j'ai du coup moi-même payé à ma décoratrice d'intérieur, qui a une somme, si tu veux, en termes de revenus que j'ai payé, qui est au-delà de 40 000 €. Donc la formation aujourd'hui, il y a deux prix. Il y a donc la formation classique, où donc là tu n'es pas suivi, mais tu as donc du coup toutes les vidéos pour que tu puisses justement réaliser par toi-même ta love room. Et tu as donc une autre prestation qui, celle-ci, est de l'ordre de 5 000 €, où là on t'accompagne du début à la fin sur ton projet. Sachant que dans la formation, encore une fois, tu as 30 thématiques de love room qui cartonnent, qui coûtent 40 000 €. C'est-à-dire, imaginons, toi, demain, tu achètes un immeuble de rapport. Tu veux passer par une décoratrice intérieure. Tu en as environ, minimum, 3 000 € par appartement, pour faire un appartement en termes de décoration. 3, 6, 9, 12. Là, tu payes 5 000 €. Je suis avec toi du début à la fin. Et en plus de ça, tu as 30 thématiques gratuites. Donc, je te fais économiser 12 000 €. Tu me donnes 5 000 €. Et en plus de ça, je te forme. Produit rentable à 100%. Écoute, on va tester ça alors. Avec grand plaisir. On va tester ça. D'ici la fin d'année, on espère lancer une love room alors. Ouais, tu me diras quand tu veux. Pas de souci, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Comme ça. Écoute, en tout cas, Kevin, merci. Avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir accueilli. Et puis, à une prochaine fois. On espère te revoir en tout cas dans d'autres... On se reverra, c'est sûr. C'est certain.